Je suis Yannick Reisinger, je suis Technical Officer à Carbon IT et en ce moment je suis Tech Lead dans une grande banque d'investissement. On ne dira pas laquelle, mais il y a une relation avec l'autre Thomas. Un peu de contexte, on a un objectif dans notre équipe, enfin sur notre projet, c'est de reprendre le contrôle d'une d'application d'approbation de crédit, d'approbation de demande de financement assez complexe. Ce n'est pas votre demande de financement pour votre appartement, sauf si votre appartement coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc c'est plutôt pour construire des stades, faire des rachats d'entreprises, etc. Alors comme on est dans un super département Agile Digital Innovation, on a la chance de faire des feature teams, ce qui est assez excellent. Donc on est une équipe composée d'un team leader, parce que le chef de projet, ça faisait un peu old school, d'un proxy product owner, parce que bien sûr, avoir quelqu'un du produit juste à côté de nous, ça aurait été un peu trop, donc il faut bien des intermédiaires. Et pourtant, elle est très très bien, elle aurait aimé être plus proche de la réalité. On a un QA, enfin une QA, on a une UX qui est un peu dépitée parce qu'elle a du mal à voir les utilisateurs. Elle se bat tous les jours pour voir les utilisateurs. Et enfin, on est 5 devs au total, dont moi. Et dans les 5 devs, je crois qu'il y en a au moins 3 qui ont lu le Blue Book. Donc pour dire qu'on connaît un peu DDD. Bon, après, on essaye d'en faire, on tente. Alors, la première mission de cette équipe, c'est de créer une to-do list avancée. Donc, nos utilisateurs, en fait, ils veulent voir quelles sont les demandes de financement qu'ils ont à faire. Ça, c'est la to-do list très simple. Mais ils veulent aussi pouvoir se partager des tasks, des tâches entre gens de la même équipe. Je veux dire, je pars en vacances, je me désassigne la tâche et je la donne à quelqu'un d'autre. C'est pas très compliqué comme ça. On se dit, bon, ça va être assez rapide. Et on se pose une première question. Alors, souvent, les utilisateurs, leurs tâches, elles sont reliées à un client, ce qu'on appelle une entité légale, pour utiliser des mots du domaine. Et la première question qu'on veut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va afficher comme tâche ? Donc, on va regarder un utilisateur, on va dire quelles sont les tâches qu'il doit exécuter par rapport au client qui suit. Pour information, on a 2 onglets, principalement. Enfin, on en a plein d'autres parce que c'est une application d'entreprise, il faut faire plein d'onglets. Mais on a un onglet qui est mes tâches et un onglet qui sont les tâches de mon équipe. Donc mes tâches, c'est assez simple, on va voir quelles sont les tâches que suit l'utilisateur. Par contre, les tâches de mon équipe, il faut voir que suivent les membres de mon équipe. Alors, souvent, en tant que développeur, on fait des hypothèses. Alors, on se dit, bon, ça doit être assez simple, on a des utilisateurs qui sont rattachés à des équipes. Et puis ces équipes, elles suivent des entités légales. Donc, OK. Puis on regarde, en fait, oui, ce que je répète, c'est nous, on est brownfield, greenfield, on ne sait pas trop. On essaie d'éviter le brownfield, mais on tombe dedans. Et toutes les données qu'on va chercher, les tâches qu'on affiche, elles sont dans la golden source qui est dans le legacy. Donc, il faut qu'on aille chercher quelles sont les tâches attachées à une équipe. Et donc, ouais, il y a bien des trolls. Et donc, la blague qui apparaît, c'est qu'en fait, un utilisateur, il est bien rattaché à une équipe, mais en fait, il n'est pas rattaché qu'à une équipe. Il est rattaché à N équipes. Et vous verrez plus tard, il y a des noms, les équipes ont des petits noms, Aîné, Automobile, trop tard, j'ai spoilé, et Other. Et le problème qui nous arrive, c'est que, par exemple, on a un utilisateur, un de nos meilleurs utilisateurs, notre first early adopters, en fait, il se retrouve avec 10 équipes. Donc, en fait, il voit des centaines de tâches qui ne le concernent pas. Et donc, très vite, ça l'ennuie un peu et ça ne le donne pas envie d'utiliser l'application. Et il nous le fait remarquer avec brio. Et moi, quand je commence à voir des choses qui grattent comme ça, je fais ouais, peut-être pas. Il doit y avoir une autre solution. Et comme j'ai tendance à être assez grincheux le matin, au bout d'un moment, je dis non, on ne va pas le faire. On est là pour refaire la V2, on est là pour reprendre en main le métier, on n'est pas là pour refaire ce qui existait. Je vais y revenir peut-être un peu plus tard. Moi, je pense qu'on parle souvent de dette technique. Le vrai problème, c'est la dette fonctionnelle. Le code, c'est une projection du métier. Et la projection est souvent pas terrible. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la projection influence le métier. Et en fait, c'est un système. Et au final, quand on demande qu'est-ce que c'est que le métier, les gens, ils vont voir plus ou moins le legacy et pas le métier en soi. Et bien sûr, comme on fait du DDD, on va aller chercher l'expert métier. Il est où notre expert métier ? Alors, moi, j'ai une question pour vous. Je vais voir si vous êtes bien réveillés. Je vais demander de lever la main si ça vous parle. Pour vous, l'expert métier, est-ce que c'est les personnes, les business analysts, on en a entendu parler, qui maintiennent le legacy ?
Ok, les pauvres. Euh, Est-ce que pour vous, c'est les gens qui font des meetings avec les gens responsables du projet? Donc, vous avez des sponsors, vous avez des managers, vous avez des directeurs de département. Nous, on a des ISP. Je donne 100 € pour quelqu'un qui sait ce que ça veut dire ISP. En tant que pratiquant du DDD, on a essayé de savoir ce que voulait dire ISP, on ne sait toujours pas. Et enfin, est-ce que vous pensez que c'est les utilisateurs de tous les jours, en fait? Ouais, plutôt. On est d'accord. On arrive à les voir. On verra après. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est un grand projet à plusieurs dizaines de millions d'euros, parce que dans les grandes banques, on a beaucoup d'argent. Donc, ils se sont tous réunis. Une petite blague en aparté, on a vu les utilisateurs il y a récemment, et il me dit, j'ai fait une mini-presse de 10 minutes sur l'agilité. Et le monsieur m'a dit, c'est marrant votre truc d'agilité, mais vous êtes venu me voir il y a 1 an, et pour l'instant, il n'y a toujours rien. Merci, c'est cool. Donc, tous ces gens-là, en fait, c'est tous ces militaires au gradé, sponsors, directeurs de projet, vous avez tous les grades, ça peut monter très haut. Ces gens-là, ils sont tous responsables, mais en fait, ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Et bien sûr, comme ils sont responsables, il faut qu'ils se sentent obligés de dire comment ça va marcher. Et ça devient très compliqué parce que on finit par faire beaucoup de réunions avec ces gens. Beaucoup. Alors, on a même du consulting en interne, on a des architectes fonctionnels, et tout ça a une vue parcellaire du métier. Et j'ai même fait un event storming. Alors, Cyril Matraire n'est plus trop sûr s'il était là ou pas, à tel point ça a été paru invisible. Mais en gros, on a fait l'event storming, on a mis plein de post-it, et à la fin, on a réussi à rien décider. Comme quoi, je ne pense pas que c'est l'outil qui compte, c'est surtout les bonnes personnes qu'il faut avoir. Après, vous prenez des post-it, vous faites n'importe quoi et ça finit par tomber. Je voulais présenter une vidéo, mais je vais vous laisser aller la voir sur Internet, sur YouTube. C'est Message à caractère informatif 2. Ils refont des nouvelles émissions, enfin des nouveaux petits scénettes. Et c'est la réunion de l'angoisse. Si ça vous rappelle quelque chose dans votre vraie vie, vous allez voir. Merci Maxime Gelé pour l'avoir diffusé, c'est un grand moment. C'est assez excellent, allez la voir et diffusez-la. Peut-être que les gens arrêteront de faire des réunions. Alors ça, c'est ma dédicace Bruno Boucard. Il reconnaîtra le peintre. Et on a eu quand même la chance, c'est notre UX qui se bat en permanence pour les utilisateurs. Elle en a vu un, celui qui avait X équipes, trop d'équipes. Et il est tel un Deus ex machina, il est descendu sur le champ de bataille, il nous a expliqué un peu ce qu'on ne comprenait pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vous ai spoilé le début, en fait, vous avez des teams qui ont des noms, comme énergie, automobile, assurance. Puis bien sûr, comme dans toute classification, l'ornithorynque, on ne sait pas où le mettre, donc on crée une classification pour les autres. Et en fait, le legacy, au début, il était vrai. Au tout début de sa vie, c'était bon. Et petit à petit, donc, ils ont associé les gens à ces équipes qui existaient vraiment dans la vraie vie. C'était les vraies équipes des utilisateurs. Et le problème, c'est que le legacy n'avait pas la capacité de bouger, avait une difficulté. Il n'était pas assez malléable au niveau de qui appartenait à quelle équipe. Donc, au lieu de changer qui appartenait à quelle équipe et changer ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par associer chaque fois qu'un utilisateur changeait d'équipe pour X raisons, ou que, par exemple, automobile, le secteur est moins foisonnant, donc voilà, il y a besoin de beaucoup moins de personnes dessus, en fait, ils rattachaient l'utilisateur à une autre équipe. Et donc, petit à petit, on tombait sur ce qu'on voit actuellement, le legacy qu'on voit actuellement, qu'on pourrait prendre comme le métier. On a passé, je pense, 2-3 mois avec quelqu'un qui me disait tous les jours, si, un utilisateur, il a plusieurs équipes. C'était impossible, c'était une billet, impossible de la faire changer d'avis, et c'était extrêmement compliqué. Et en fait, en discutant un peu, alors ce qui est marrant, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que si on prend l'avis des utilisateurs et si on prend l'avis des développeurs, on les fait réfléchir chacun de leur côté à qu'est-ce que pourrait être le meilleur modèle métier, souvent c'est assez similaire. Donc on se demande ce qui se passe entre les deux. Et en fait, c'est quoi? Le modèle métier le plus simple, c'est qu'un utilisateur, une équipe, il a N utilisateurs. Un utilisateur, il suit des clients, donc il va pouvoir s'associer des clients, des legal entities. Et ces legal entities, elles sont associées à un secteur. Ce qui est bien, c'est que ça permet de gérer la visibilité au sein d'une équipe. Les autres équipes ne doivent peut-être pas voir ce que voient les autres personnes d'une autre équipe. Ça permet facilement de dire mon équipe, elle gère X legal entités parce qu'on fait une agrégation des utilisateurs. On va voir l'ensemble des legal entités gérées par un utilisateur, on les agrège au niveau de l'équipe. Et en fait, on peut même s'amuser à dire moi, sur cette team-là, je l'associe à un secteur, je vais chercher tous les secteurs pour une legal entity et c'est parti. On est en train de travailler dessus. C'est pas sûr que ce soit le modèle final.
Il y a sûrement quelqu'un qui va arriver et essayer de nous associer encore les utilisateurs à plusieurs équipes, mais on lit difficilement. On y va. C'est pratiquement la fin. Je vais rester un peu sur ce slide. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Oh, bah ça va, je vais pouvoir parler un peu. Ouais, l'idée, pourquoi des guérilla DDD? Parce que ça a été une vraie bataille. L'idée, c'est vraiment de se battre contre cette projection, ce que je vais appeler la projection du métier dans un code qui finit par devenir le métier. Et quand vous faites une refonte d'application, les gens ne voient que ça. Et la première étape pour éviter, pour sortir de ça, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non, c'est facile, on le voit dans toutes les presse. D'ailleurs, je continue la tradition. C'est extrêmement difficile. Vous allez avoir le mauvais rôle, vraiment. Enfin, Thomas en parlait tout à l'heure. Apprendre à dire non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre. Il faut qu'on aille voir une autre personne qui va mieux nous expliquer. C'est extrêmement désagréable pour tous les gens qui sont, tous les responsables, tous les gens qui sont associés au métier ou à la réussite du projet. Va falloir trouver ce que je vais dire l'expert du domaine caché. Donc Thomas nous parlait de Cyril, c'est un peu ça. On va chercher quelqu'un qui est caché du point de vue de l'équipe et on le ramène, on lui pose des questions et peut-être que lui il va pouvoir mieux expliquer le modèle. Il faut tout faire pour parler avec lui. Je vous disais, l'UX, elle se tire les cheveux parce qu'elle n'arrive pas à voir les utilisateurs. C'est pratiquement au point qu'on lui interdit de voir les utilisateurs. Et donc, cet utilisateur, on en avait deux un peu early adopters. À un moment, une rétro, c'est véridique, on s'est dit, on a proposé, on va les inviter à déjeuner. Comme ça ne se verra pas. Les managers ne seront pas au courant, on va réussir à faire des choses. Un des trucs qui est contre nature dans le DDD, on sait qu'un développeur ne doit pas s'amuser, mettre le métier qu'il veut, enfin s'amuser à faire de la technique et faire quelque chose qui l'amuse lui. On va représenter le domaine dans le code. En fait, quand vous n'avez plus d'expert métier ou vous sentez qu'il y a un truc qui ne marche pas, il ne faut pas hésiter à reprendre en main le métier et donc recréer. Quand je dis recréer, c'est vraiment ce truc-là, on le fait. Quand on est dans une grande organisation, il y a le business et l'IT, et puis on n'est pas potes. On essaie de refaire ce modèle métier au sein de l'équipe IT. Ça veut dire, on essaie de récupérer le métier, le vrai, de le reconstruire, mais on le fait par nous-mêmes. Donc, la proposition que j'ai, c'est quand vous êtes dans une situation désagréable comme ça, qui arrive à mon avis plus souvent qu'on le croit, c'est un peu comme les théories de physique. Vous proposez le métier le plus simple, la modélisation de métier le plus simple, et après, vous allez voir les gens et vous leur dites « Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon ?» Si ce n'est pas bon, vous faites un incrément et vous changez le plus petit élément pour voir est-ce que ça marche tout le temps, est-ce que ça répond à cette exception, cette règle métier qu'on n'avait pas prévue. Et enfin, je pense que les gens en ont déjà parlé en fait dans les presses d'avant. Le plus important, si vous voulez faire du DDD, c'est pas de parler de Bounding Context ou de kernel language ou tout ça. Le plus important, c'est d'hacker la culture et d'hacker ces organisations où le métier est caché. Moi, dans 12 ans, j'ai croisé un seul projet où j'avais vraiment un expert métier à côté de moi. Avant, je ne savais pas ce que c'était, donc je faisais ce qu'on me disait. Maintenant, j'ai la maturité pour aller dire non, ça ne marche pas comme ça. Il y a vraiment un truc qui me gratte derrière le dos. Il faut que ça change. C'est pas normal que ça soit aussi compliqué. Et souvent, c'est compliqué parce que c'est du legacy et parce que le métier a été perdu. C'est tout. Pour finir, bien sûr, faites pas la guerre, faites du DDD. Et merci beaucoup.